Ainsi raisonnait l'inspecteur de police, tandis que les heures s'écoulaient si lentement à son gré. Il ne savait que faire. Quelquefois, il avait envie de tout dire à Miss Aouda, mais il comprenait comment il serait reçu par la jeune femme. Quel parti prendre? Il était tenté de s'en aller à travers les longues plaines blanches à la poursuite de ce Fogg. Il ne lui semblait pas impossible de le retrouver. Les pas du détachement étaient encore imprimés sur la neige. Mais bientôt, sous une couche nouvelle, toute empreinte s'effaça. Alors, le découragement prit Fix. Il éprouva comme une insurmontable envie d'abandonner la partie. Or, précisément, cette occasion de quitter la station de Kearney et de poursuivre ce voyage si fécond en déconvenus lui fut offerte. En effet, vers 2 heures après-midi, pendant que la neige tombait à gros flocons, on entendit de longs sifflets qui venaient de l'est. Une énorme ombre, précédée d'une lueur fauve, s'avançait lentement, considérablement grandie par les brumes, qui lui donnaient un aspect fantastique. Cependant, on n'attendait encore aucun train venant de l'est. Les secours réclamés par le télégraphe ne pouvaient arriver si tôt, et le train d'Ohama à San Francisco ne devait passer que le lendemain. On fut bientôt fixé. Cette locomotive qui marchait à petite vapeur en jetant de grands coups de sifflet, c'était celle qui, après avoir été détachée du train, avait continué sa route avec une si effrayante vitesse emportant le chauffeur et le mécanicien inanimés. Elle avait couru sur les rails pendant plusieurs miles, puis le feu avait baissé, faute de combustible, la vapeur s'était détendue et 1 heure après, ralentissant peu à peu sa marche, la machine s'arrêtait enfin à 20 miles au-delà de la station de Kearney. Ni le mécanicien, ni le chauffeur n'avaient succombé, et après un évanouissement assez prolongé, ils étaient revenus à eux. La machine était alors arrêtée. Quand il se vit dans le désert, la locomotive seule, n'ayant plus de wagon à sa suite, le mécanicien comprit ce qui s'était passé. Comment la locomotive avait été détachée du train, il ne put le deviner. Mais il n'était pas douteux, pour lui, que le train resté en arrière se trouvât en détresse. Le mécanicien n'hésita pas sur ce qu'il devait faire. Continuer la route dans la direction d'Ohama était prudent. Retourner vers le train que les Indiens pillaient peut-être encore était dangereux. N'importe. Des pelletées de charbon et de bois furent engouffrés dans le foyer de sa chaudière et le feu se ranima, la pression monta de nouveau, et vers 2 heures après-midi, la machine revenait en arrière vers la station de Kearney. C'était elle qui sifflait dans la brume. Ce fut une grande satisfaction pour les voyageurs, quand ils virent la locomotive se mettre en tête du train. Ils allaient pouvoir continuer ce voyage, si malheureusement interrompu. À l'arrivée de la machine, Miss Aouda avait quitté la gare et s'adressant au conducteur, « Vous allez partir ?» lui demanda-t-elle. « À l'instant, madame. Mais ces prisonniers, nos malheureux compagnons. » « Je ne puis interrompre le service, répondit le conducteur. « Nous avons déjà 3 heures de retard. »« Et quand passera l'autre train venant de San Francisco ?»« Demain soir, madame. »« Demain soir ? Mais il sera trop tard. Il faut attendre. »« C'est impossible, répondit le conducteur. Si vous voulez partir, montez en voiture. »« Je ne partirai pas, répondit la jeune femme. Fix avait entendu cette conversation. Quelques instants auparavant, quand tout moyen de locomotion lui manquait, il était décidé à quitter Kearney. Et maintenant que le train était là, prêt à s'élancer, qu'il n'avait plus qu'à reprendre sa place dans le wagon, une irrésistible force le rattachait au sol. Ce quai de la gare lui brûlait les pieds, et il ne pouvait s'en arracher. Le combat recommençait en lui. La colère de l'insuccès l'étouffait. Il voulait lutter jusqu'au bout. Cependant les voyageurs, et quelques blessés, entre autres le colonel Proctor, dont l'état était grave, avaient pris place dans les wagons. On entendait les bourdonnements de la chaudière surchauffée et la vapeur s'échapper par les soupapes. Le mécanicien siffla, le train se mit en marche et disparut bientôt, mêlant sa fumée blanche au tourbillon de la neige. L'inspecteur Fix était resté. Quelques heures s'écoulèrent. Le temps était fort mauvais, le froid très vif. Fix, assis sur un banc dans la gare, restait immobile. On eût pu croire qu'il dormait. Miss Aouda, malgré la rafale, quittait à chaque instant la chambre qui avait été mise à sa disposition. Elle venait à l'extrémité du quai, cherchant à voir à travers la tempête de neige, voulant percer cette brume qui réduisait l'horizon autour d'elle, écoutant si quelque bruit se ferait entendre, mais rien. Elle rentrait alors, toute transie, pour revenir quelques moments plus tard, et toujours inutilement. Le soir se fit. Le petit détachement n'était pas de retour.
Où était-il en ce moment? Avait-il pu rejoindre les Indiens? Y avait-il eu lutte? Ou ces soldats perdus dans la brume erraient-ils au hasard? Le capitaine du fort Kearney était très inquiet, bien qu'il ne voulût rien laisser paraître de son inquiétude. La nuit vint. La neige tomba moins abondamment, mais l'intensité du froid s'accrut. Le regard le plus intrépide n'eût pas considéré sans épouvante cette obscure immensité. Un absolu silence régnait sur la plaine. Ni le vol d'un oiseau, ni la passée d'un fauve n'en troublait le calme infini. Pendant toute cette nuit, Miss Aouda, l'esprit plein de pressentiments sinistres, le cœur rempli d'angoisse, erra sur la lisière de la prairie. Son imagination l'emportait au loin et lui montrait mille dangers. Ce qu'elle souffrit pendant ces longues heures ne saurait s'exprimer. Fix était toujours immobile à la même place, mais lui non plus, il ne dormait pas. À un certain moment, un homme s'était approché, lui avait parlé même, mais l'agent l'avait renvoyé après avoir répondu à ses paroles par un signe négatif. La nuit s'écoula ainsi. À l'aube, le disque à demi éteint du soleil se leva sur un horizon embrumé. Cependant la portée du regard pouvait s'étendre à une distance de 2 miles. C'était vers le sud que Phileas Fogg et le détachement s'étaient dirigés. Le sud était absolument désert. Il était alors 7 heures du matin. Le capitaine, extrêmement soucieux, ne savait quel parti prendre. Devait-il envoyer un second détachement au secours du premier? Devait-il sacrifier de nouveaux hommes, avec si peu de chance de sauver ceux qui étaient sacrifiés tout d'abord? Mais son hésitation ne dura pas, et d'un geste, appelant un de ses lieutenants, il lui donnait l'ordre de pousser une reconnaissance dans le sud. Quand des coups de feu éclatèrent, était-ce un signal? Les soldats se jetèrent hors du fort, et à un demi-mille, ils aperçurent une petite troupe qui revenait en bon ordre. Mr. Fogg marchait en tête, et près de lui Passepartout et les 2 autres voyageurs arrachés aux mains des Sioux. Il y avait eu un combat à 10 miles au sud de Kearney. Peu d'instants avant l'arrivée du détachement, Passepartout et ses 2 compagnons luttaient déjà contre leurs gardiens, et le Français en avait assommé 3 à coups de poing quand son maître et les soldats se précipitèrent à leur secours. Tous, les sauveurs et les sauvés, furent accueillis par des cris de joie, et Phileas Fogg distribua aux soldats la prime qu'il leur avait promise, tandis que Passepartout se répétait, non sans quelque raison, « Décidément, il faut avouer que je coûte cher à mon maître. » Fix, sans prononcer une parole, regardait Mr. Fogg, et il eût été difficile d'analyser les impressions qui se combattaient alors en lui. Quant à Miss Aouda, elle avait pris la main du gentleman et elle la serrait dans les siennes sans pouvoir prononcer une parole. Cependant Passepartout, dès son arrivée, avait cherché le train dans la gare. Il croyait le trouver là, prêt à filer sur Omaha, et il espérait que l'on pourrait encore regagner le temps perdu. « Le train !» s'écria-t-il. « Parti !» répondit Fix. « Et le train suivant, quand passera-t-il » demanda Phileas Fogg. « Ce soir seulement. »« Ah !» répondit simplement l'impassible gentleman.